Samedi 27 avril, en direct du studio Nelson Mandela. Bienvenue à votre émission Les coulisses de Hmm? l'actualité, où nous analysons les Ah, faits marquants du mois en compagnie de oh, Virgile Avancet et Arimi ouvrez. Choubadé. Pour cette émission, nous plongerons dans quelques sujets majeurs comme la marche contre Ouvre. la Ah, cherté de la vie, ou aussi, voilà, le ça, colloque sur le faut fermer un code peu. électoral. Bonjour Vigile Avancet et bienvenue à cette émission. Alors, bonjour Jules, bonjour à tous, bonjour Rémi Tumari. Bonjour Arimi Choubadé, bienvenue à notre émission. Oui, bonjour Jules, bonjour à tout le monde, bonjour Vicile, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Ouais. Merci beaucoup. Ce samedi 27 avril, les syndicats avaient prévu une marche contre la cherté de la vie, mais aux dernières nouvelles, cette marche a été dispersée. On avait appris dans la semaine qu'ils avaient pris quand même des dispositions depuis 2 semaines. Vigile Avancé, est-ce que vous comprenez pourquoi les autorités n'ont pas accompagné cette marche contre la cherté de la vie? Est-ce que quelqu'un peut comprendre cette logique-là? Est-ce que quelqu'un peut Euh, comprendre ce qui s'est passé? euh, D'autant que au Bénin, comme partout dans le monde, comme j'ai coutume de le dire, c'est une norme internationale au sujet des manifestations, à savoir qu'il ne s'agit pas d'un d'un régime d'autorisation, il ne s'agit pas d'écrit pour demander vas-y. l'autorisation, la permission de faire la marche. Ouvre. Il s'agit plutôt de, il s'agit plutôt d'écrire et d'annoncer aux Ferme alors. autorités que Ferme. il a une marche, on a un projet de marche, on a un projet de manifestation et demander, n'est-ce pas, à ce que cela soit encadré, notamment par la police. Et comme vous le disiez tantôt, Jules, eh bien, ces organisateurs de la marche d'aujourd'hui, à savoir 4 centrales syndicales du Bénin, la CSA Bénin, de Anselme Amonsou, le NSTB de Afewe Apollinaire Afewe, la CGTB de Achabi Moudassirou, et puis Noël Chadaré, Noël Chadaré de la COSI Bénin, qui au dernier moment s'est joint à ces 3 prédécesseurs que j'ai cités tantôt pour organiser cette marche-là de protestation contre la vie chère, contre les répressions policières et contre un certain nombre de choses. Et comme vous le disiez également, les démarches ont été menées, quand je dis démarches administratives, ce que la loi prévoit, c'est-à-dire ce que la loi prévoit, écrire aux autorités pour L'eau. annoncer le projet, On eau là. demander l'encadrement Ah, policier. Et en la matière, ils ont l'eau. écrit, d'ailleurs, nous, à Cristal News, nous avons reçu le secrétaire général de l'UNSTB, Apollinaire Afewe, qui nous a fait savoir que depuis, comme vous l'avez dit, presque 2 semaines, des courriers sont partis, aussi bien au maire de commune, au préfet du littoral, que à la police. Et quelle police? La direction départementale du littoral, la police, le commissariat central de Cotonou, les sapeurs-pompiers. Donc, les formalités telles que prescrites dans la loi ont été accomplies normalement. Donc, à notre grande surprise, le jeudi, soit à moins de 48 heures de la marche, jeudi soir, le préfet du littoral, Alain Ogunla, l'ancien ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, bien, il signe un communiqué dans lequel il dit qu'il lui est revenu que un certain nombre de centrales syndicales projeteraient marcher et qu'il leur demande de se conformer à la loi. Mais à quelle loi? Il ne le dit pas, ne l'indique plus dans son communiqué. Je vous ai dit tantôt que, entre autres, les organisateurs ont écrit au préfet également, à la préfecture de Cotonou. Donc, logiquement, et je prends Arimi Tchoubade comme témoin, eh bien,
Juridiquement, il ne peut pas, à un courrier à lui adresser, répondre par un communiqué avec un brin de mauvaise foi même. Il dit qu'il lui est revenu. Il lui est revenu. Donc, il a lu sur les réseaux sociaux comme tout le monde, d'accord, que les gens veulent marcher. Et quelque part, dans le même communiqué, il dit, il reconnaît qu'on lui a écrit quelque part. Regardez déjà ceux qui nous dirigent. Regardez déjà leur état, dans leur état d'esprit. D'accord? Donc, il a dit que la marche n'aura pas lieu pour que les gens se conforment. Mais se conformer par rapport à quelle autre loi en dehors de celle qu'ils ont respectée en faisant tel que indiqué, parce qu'il ne le dit pas. Et le résultat fin mot, c'est que aujourd'hui, la marche, effectivement, a été empêchée. Et le cynisme, l'autre cynisme, c'est Arimi était sur le terrain aujourd'hui. Regardez le nombre de policiers qu'on a déployés à Cotonou. Et tenez-vous tranquille, avant de faire cette émission, moi, je n'étais pas sorti de ma maison depuis le matin. Quand je suis sorti, même à Porto-Novo, ils ont déployé des policiers. Cela veut dire quoi? Ils ont assez de policiers pour encadrer cette marche. Moi, je parlais avec le secrétaire général de la COSI Bénin, Noël Chadaré, ce matin, après l'arrestation des deux premiers. Et on se disait, mais à 10 heures où nous parlions, s'ils avaient laissé la marche courir normalement, à l'heure là, on ne serait même pas en train de parler encore de arrestation, de on a fait ceci, cela. Je ne sais pas comment on peut comprendre, pour revenir à votre question, qu'on ait pu interdire une telle marche qui ne viole pas la loi, une marche, soit dite pacifique. On ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas. Arimi était sur le terrain, peut-être lui peut mieux vous expliquer les choses. Oui, Aïmé, tu étais ce matin à Cotonou pour voir un peu comment les choses vont s'organiser par rapport à cette marche. Mais on a appris aussi que des responsables des centrales syndicales ont été arrêtés. Mais comment on peut expliquer, comme je demandais à Vigie tout à l'heure, pourquoi cette marche où les dispositions ont été quand même prises par les responsables des centrales syndicales, pourquoi cette marche n'a pas pu avoir lieu aujourd'hui? Bon, je sais pas. Je peux dire que j'ai peut-être la chance d'avoir été en retard, hein, parce que j'avais été en retard, donc j'ai pas pu avoir accès au site. On nous a bloqué à 500 mètres environ, sinon je devais peut-être être parmi les personnes appréhendées, parce qu'ils ont été appréhendés, je vous rappelle, pratiquement dans l'enceinte, c'est-à-dire c'est les premiers qui sont venus, qui ont pu entrer à l'intérieur de la bourse du travail. Puis après, quand ils se sont sentis barricadés, ils ont voulu forcer pour pouvoir sortir. Et c'est là où il y a eu une altercation parce que la police ne laissait personne sortir. Donc, eux, ils se sont sentis un peu en insécurité d'être entourés, barricadés. Donc, c'est eux qui ont forcé un peu les barrages de la police, notamment le secrétaire général de la CGTB, Ansel Mamoussou, et son collègue de l'UNSCB. Hein, sinon, tout le reste, tous ceux qui sont venus, ce que je dis là, ça s'est passé entre 7h et 8h. Donc, ils étaient très tôt sur les lieux. Hein, et les populations qui devaient se rendre sur le site de ralliement qui est la Bourse du Travail n'ont pas pu avoir accès. Tout le monde a été bloqué, la voie a été... enfin, il n'y avait pas d'accès, vous voyez. Du côté, je ne sais pas, de tous les côtés, hein, ils ont entouré. Ils ne laissaient filtrer que les étudiants de l'École nationale, je crois, d'économie appliquée, hein, et de management, l'ENEAM, qui étaient en tenue. Hein, eux, ils pouvaient passer. Les élèves qui étaient en kaki, et puis là encore, on les avait bloqués, on avait bloqué tout le monde au départ. C'est après, je crois qu'ils ont reçu des instructions pour laisser passer les élèves et étudiants. Sinon, tout le reste, on ne pouvait plus avoir accès au lieu. Moi, j'étais particulièrement avec Eloge, les humains qui étaient dans le bureau, je crois, de la CGTB. Eux, ils paniquaient parce qu'ils ont appris l'arrestation de leur secrétaire général. Eux-mêmes n'étaient pas encore arrivés sur les lieux de la bourse du travail.
Après, il y a eu l'information qui a circulé que ceux qui étaient appréhendés étaient conduits au commissariat central où on avait retrouvé, bien entendu, le directeur général de la police républicaine. Voilà, il voulait rien entendre. Il disait même carrément, hein, si vous voulez les rejoindre, voilà, si vous ne partez pas, vous allez les rejoindre. On était dans ce micmac. Et je crois que ceux qui ont insisté à voir les appréhendés ont été carrément arrêtés, eux aussi. Hein? C'était le spectacle. Vous savez, pour le Bénin, c'est une très mauvaise image. Vous voyez, c'est une très mauvaise. Si on cherche des apatrides, on n'a pas besoin d'aller loin. Ceux qui gâtent l'image du pays, on le sait. Qu'on dise que des syndicalistes ont organisé une marche, hein, et qu'après, parce qu'il y a eu d'autres mouvements, hein, qui ont voulu prêter main forte aux syndicalistes, puisque vous savez, il y a eu la nouvelle de Florent Akissezono, qui est leader d'un mouvement qu'on appelle, je crois, Alternative 2023-2026, hein, un peu qui est né dans la foulée de l'euphorie des législatives de janvier 2023. Voilà, j'ai appris, je n'étais pas vu, j'ai appris que lui-même, Florent Akissezono a été arrêté. Et voilà, donc le Bénin s'est donné une mauvaise publicité comme ça, comme si, bon, enfin, c'était dans l'ordre des choses d'étouffer l'expression. Moi, je suis resté dans la périphérie de la boue du travail jusqu'à il y a 1 heure ou 2 heures, 1 heure 30. Oui, j'avais vu, il y avait encore des policiers, hein, qui étaient tout autour de la clôture de la boue du travail. Le spectacle était dégueulasse. Hein, des policiers qui somnolaient, qui étaient là oisifs et qui eux-mêmes ne savaient même pas dans quoi on les a embarqués. Ils surveillaient, enfin, parce que normalement à 11h midi, on avait déjà oublié cette marche, cher ami. Hein? C'est pas l'événement du siècle. Hein? C'est juste une marche pour protester contre la vie chère. Comme on en a eu d'autres, sous tous les régimes, hein, depuis 91, dès qu'il y a des problèmes sur le panier de la ménagère, les syndicalistes sortaient pour exprimer leur ras-le-bol parce qu'il y avait des mesures à prendre par le gouvernement que le gouvernement ne prenait pas. Hein? Notamment, vous savez, il y avait eu, par exemple, l'ONASA. Avant l'ONASA, il y avait eu l'ONS, hein, qui était un peu pour stabiliser les prix et subventionner les produits les plus vulnérables, mais pour empêcher la spéculation. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il peut y avoir, c'est sûr, on est en période de soudure, entre la transition, la saison sèche, entre la saison sèche et la saison des pluies, il y a toujours une pénurie de denrées alimentaires, tout ça. Mais pour éviter la surenchère et le renchériment des prix, le gouvernement arrivait à sortir ses réserves. Hein, c'était ça l'ONS ou ce qu'il a suivi l'ONASA. Et on mettait sur place des produits qui pouvaient concurrencer les produits de la surenchère. Mais le gouvernement actuel n'a pas pu réagir et est devenu spectateur comme tout le monde parce que l'ONASA a été supprimé. Vous voyez, donc les travailleurs étaient dans leur droit de demander au gouvernement de prendre des mesures pour éviter la spéculation, pour éviter que... Parce qu'aujourd'hui, chaque producteur peut fixer le prix qu'il veut, pour peu qu'il sente que dans le milieu, il y a une pénurie et que, bon, il était le plus disant ou le seul qui a le produit, il pourrait faire tout ce qu'il veut. Mais dans le temps, à l'époque, il y avait le NASA, il y avait les produits que le gouvernement avait pu stockés auparavant, qui pouvaient mettre sur le marché et qui empêchaient les spéculateurs d'être les maîtres du marché, hein, ce que le gouvernement actuel n'a pas pu faire. Et c'était normal que les partenaires que sont les syndicalistes disent au gouvernement, écoutez, prenez des mesures pour diminuer un peu les effets de la... On ne dit pas que c'est le gouvernement qui est responsable de la vie chère, mais que fait le gouvernement face à la vie chère? Je crois que c'est dans ce cas-là que la marche était organisée, pour que le gouvernement se dise, ben, écoutez, il faudrait prendre des mesures. Et donc, c'est comme ça que d'autres mouvements sont ralliés aux syndicalistes pour exprimer. Et je crois, moi, à 8 heures, avant 8 heures, j'étais déjà sur les lieux.
on ne pouvait pas accéder, bien entendu, mais il y avait plein de gens qui n'étaient pas syndicalistes, qui n'étaient même pas militants des mouvements qui ont appelé à la marche, mais qui voulaient se joindre à la marche pour exprimer leur opinion. Tout comme moi j'étais venu en observateur, même si je suis journaliste à la retraite, je demeure journaliste, je voulais l'information. Je connaissais quelques gens dans certaines centrales que j'ai appelées pour suivre un peu plus près la marche, mais le spectacle que le Bénin et la police du Bénin a donné au monde entier est dégueulasse. Hein? Après, on cherche à voir ceux qui ternissent l'image du Bénin à l'extérieur. Mais c'est la police du Bénin qui ternit l'image du Bénin à l'extérieur. Parce que ces images ont parcouru le monde entier. Hein? Les arrestations, les interpellations, tout le monde le sait aujourd'hui au Bénin, même si dans quelques heures, ou même si on a déjà relâché les prévenus, mais on a déjà on a déjà causé le dommage au pays. Hein? Il n'y a pas besoin demain de chercher à avoir des apatrides par-ci, des gens qui n'aiment pas le Bénin, qui parlent mal du Bénin partout. Mais c'est eux, c'est l'administration policière, et sa hiérarchie, le gouvernement et consort, qui ternissent l'image du pays à l'extérieur. Parce que les images ont été retransmises. Je vous dis qu'à l'heure où je parle, la boue du travail demeure inaccessible. Ceux qui sont à l'intérieur ne peuvent pas sortir. Ceux qui sont dehors ne peuvent pas rentrer. Et les policiers sont là, ils se demandent eux-mêmes ce qu'ils font là. Je vous ai dit, je les ai vus. Je viens de les quitter. Ils étaient en train de somnoler. Certains avaient la tête sur les genoux. Hein? Imaginez, policiers, on ne pouvait pas diffuser ces images-là. Hein? Un policier en train qui a pris sa tête dans les genoux pour pouvoir dormir un peu sous le soleil. On se demande ce qu'il fait là. Hein? Ouais, c'est bon, c'est le spectacle qu'on a voulu donner du Bénin. Alors qu'on aurait pu laisser les gens faire leur marche. En 1 heure de temps, 2 heures de temps maximum, cette marche est finie. Je préfère encore ce que Yahi faisait, hein, qui laissait les gens marcher, qui faisait la courte communication pour dire que la marche n'a pas réussi parce que les populations n'étaient pas sorties, etc. Voilà. Quitte à ce que les organisateurs puissent démontrer qu'ils ont vraiment réuni de la masse autour de leur événement. Et bon, voilà, ça reste dans l'ordre de la guerre de communication, hein, plutôt que de faire d'empêcher la marche d'avoir lieu. Et ça fait une tâche, hein, une tâche presque indélébile, je peux dire, sur l'image, sur la marche du pays. Je ne sais pas quel partenaire ou investisseur qui s'apprête à fouler le sol du Bénin et qui apprend que même là-bas, rien que pour marcher, ça peut devenir un canular. Hein. Personne n'était fier de ce qui s'est passé aujourd'hui, personne. Hein. Ce n'est même pas de la répression de marche, mais c'est de la manipulation. Hein, je ne comprends pas, franchement, je ne comprends pas. Voilà. Ok. Vigile, est-ce on peut penser que le gouvernement voulait anticiper tout débordement ou les autorités policières ont eu vent que la marche pourrait dégénérer? C'est pour ça qu'elles ont pris des dispositions pour empêcher la tenue de cette marche. Bon, souligner directement la responsabilité du gouvernement, ça va être difficile. Celui qu'on a vu, n'est-ce pas, au devant des choses. Celui qu'on a vu au devant des choses, s'il vous plaît. Celui qu'on a vu au devant des choses, c'est le préfet du littoral, Alain Okola. C'est Alain Okola, n'est-ce pas, qui a pris le devant des choses, qui a dit que la marche ne pouvait pas avoir lieu, sauf autorisation. Bon, comme je le disais tantôt, on ne savait vraiment pas de quelle autorisation il parle. Et je crois que même s'il a pu recevoir de consignes, eh bien, c'est lui qui assume, c'est lui qui est le premier responsable, d'abord, de tout ce qui aura été, disons, causé ce matin comme dommage au pays, comme Arémi Chouba le disait. Tout ce qui surviendrait pour moi, c'est d'abord le préfet. Vous parlez du gouvernement. Ce qu'on sait du gouvernement, c'est qu'il a rencontré avec le ministre Ablavio Tiani en tête les syndicalistes
disons, les organisateurs de la marche pour discuter avec eux des problèmes qu'ils ont posés, des problèmes qui devaient être discutés au cours de, enfin, contre lesquels ils marchaient. Et donc, ça se passait le mercredi dernier à 48 ou 72 heures de la marche, ce qui pour moi même est une réponse tardive parce que les syndicalistes, avant ça, avaient déposé donc leur courrier bien plus de 10 jours avant. Plus de 10 jours avant. Et le gouvernement disait bien aux syndicalistes que la séance n'était pas pour empêcher la marche. Cela veut dire que, a priori, ça ne dérange pas le gouvernement qu'ils marchent malgré la discussion qu'ils avaient eue. Donc, le gouvernement disait, ça ne les dérange pas, ça ne le dérange pas que la marche ait lieu. Mais en temps, comme je vous ai dit, 24 heures après, c'est le préfet qui monte au créneau pour dire, eh bien, il faut chercher une autorisation. Voilà. Mais ici, dans le régime, quand on dit au Bénin, c'est un régime, c'est déclaratif, on dit, et non, les syndicalistes n'avaient pas besoin vraiment d'une autorisation formelle, c'est juste informer les autorités de leur itinéraire et autres. Mais quelle autre information le préfet, vous pensez, avait vraiment besoin pour pouvoir autoriser cette marche? Non, est-ce que le préfet avait besoin? Je crois qu'il y a quelques éléments qui nous font croire que la décision de ne pas autoriser la marche, n'est-ce pas, était prise bien longtemps. Quand vous voyez, je vous ai dit tantôt qu'à Porto-Novo aussi, il y a un déploiement de policiers, notamment au grand carrefour du cinquantenaire, comme on dit pour ceux qui connaissent Porto-Novo. Actuellement encore, moi je suis passé là une trentaine de minutes, ils sont encore là. Donc, peut-être à d'autres points stratégiques de Porto-Novo, c'est là. Donc, ils ont anticipé, on va y aller dire. Et puis, le DGPR qui était au commissariat central de Cotonou, le commissariat central de Cotonou n'est pas ça son lieu de travail. Et d'ailleurs, c'est pas sa base, et puis on est samedi aujourd'hui. Donc, il savait que il a comme une volonté d'en découdre avec les syndicalistes parce que ils ont fait communiquer en retour au communiqué du préfet pour dire qu'eux, ils vont marcher. Eux, ils vont marcher parce qu'ils estiment avoir rempli toutes les conditions prescrites par la loi et donc ils ne se voyaient pas chercher une autorisation dont ils n'ont pas connaissance, aucune loi ne prescrit au Bénin. Donc, voilà. Et soi-disant, comme je le disais, allez faire vos investigations. En matière des droits humains, la liberté de manifestation est donc prescrite également dans les normes internationales et le régime déclaratif dont on parle là, c'est même au plan international que c'est prescrit et inscrit. Au nom des libertés, eh bien, on ne peut pas, n'est-ce pas, mettre même dans une loi, sinon vous allez être déclassé, qu'il faut demander autorisation avant de marcher. Je crois que le Bénin, si le Bénin était isolé, ça, il se contenterait de dire c'est autorisation ou rien. Mais il a les normes internationales, le Bénin n'est pas isolé. Et donc, même quand bien même c'est pas un régime d'autorisation au Bénin officiellement, ils font tout et c'est pas commencer par ce régime est allé un peu plus fort quand même parce que même sous Boni Yayi, je me rappelle en 2010, 2011 avec les grandes marches qu'il a eu, on n'est jamais allé à ce point, on n'a jamais interpellé, n'est-ce pas, des policiers, on n'a jamais interpellé des responsables syndicaux qui plus est de centrale. La seule chose dont je me souviens, c'est que certains avaient été gazés, si je ne me trompe pas, en 2012, où on a parlé de sang de mouton, 2012, 2014, hein, où on a parlé de sang de mouton, mais on n'est jamais allé jusqu'à ce niveau-là, même si les syndicalistes, les responsables syndicaux étaient relâchés d'ici quelques heures aussi, ils le sont déjà en temps, eh bien, le mal est déjà fait, comme Arémi le disait tantôt, le mal est déjà fait pour l'image du pays, pour le sens que nos décideurs, nos dirigeants ont des libertés publiques. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Après cette marche à voter, est-ce qu'on peut dire les deux partis peuvent s'asseoir maintenant pour pouvoir réorganiser une marche en bonne entente? Bon, les deux partis, c'est qui et qui? C'est le préfet du littoral et puis les responsables syndicaux.
je ne sais pas. Dans tous les cas, comme on dit, en de pareilles circonstances, quand il a confié, il faut toujours s'asseoir à un moment donné. Mais ce qui me dérange, moi, en tant qu'observateur, c'est que ce n'est pas pour la première fois que, disons, on empêche des Béninois de manifester. On parle de marche, mais il y a également des activités, même politiques, hein, des activités de réunion tout court, qui sont empêchées de la même manière là. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que on n'a personne, aucun expert pour venir prendre la responsabilité de dire, au nom de tel texte, eh bien, les syndicalistes ont tort. Non, c'est le préfet qui a tort d'interdire ou de faire ceci. Là. Il n'y a pas ça. Mais la loi est lisible de tout le monde. Et je vous dis, je vous répète que, eh bien, au Bénin, il n'y a pas d'autorisation à prendre avant de faire une marche. Tout ce que vous avez à faire, c'est informer. Et il revient à l'autorisation, il revient aux autorités de vous dire, bon, la marche, vous ne pouvez pas emprunter l'itinéraire que vous avez défini là, parce que, eh bien, il aura entrave à telle chose, il aura telle chose, ou bien c'est heure d'affluence. Ils vont trouver des raisons et vous réorienter. On peut même s'entendre dire, non, le jour que vous avez choisi là, ce n'est pas bon. Choisissez plutôt tel jour. Ça, c'est le rôle de l'autorité selon les lois du Bénin en matière de manifestation. Où on n'a pas assez d'effectifs, on n'a pas assez de policiers pour encadrer cette marche. Les sapeurs-pompiers sont déjà commis à d'autres tâches, etc., etc. Revoyez, n'est-ce pas, le jour où vous allez marcher, ou plutôt là où vous allez marcher. Donc, c'est ça, ce qui est normal, c'est ce qui se fait d'ordinaire. Mais malheureusement, le préfet a outrepassé même les lois, n'est-ce pas? Hein, et dit que lui, il a appris ça dans l'opinion comme ça, qu'il lui revient que les gens veulent marcher. Vous voyez, il a un problème même de bonne foi, hein, ou de mauvaise foi pour dire clairement les choses qui se manifestent à travers le communiqué Cela est vraiment dommage, encore une fois, pour l'image du pays, hein, parce que, je vous dis, pas plus tard que cette semaine, Amnesty International a rendu public son rapport 2023 sur justement les libertés. Et entre autres, la liberté de manifester, la liberté de réunion, la liberté d'expression. Et le Bénin se portait très mal déjà, n'est-ce pas, à travers ce rapport-là. Entre autres éléments, on a parlé par exemple de la fermeture de Golf TV et tout le reste. On a parlé de l'arrestation, de l'incarcération du journaliste Lissano. On a parlé de mon cas avec la Criette. En principe, pour des dirigeants qui, de bonne foi, peuvent commettre des erreurs, n'est-ce pas? Des dirigeants devraient pouvoir tirer leçon de ces genres de rapports. C'est fait pour ça d'ailleurs. Hein, parce que tous les pays sont en concurrence en réalité. Et tous les pays veulent s'améliorer, veulent s'anoblir. Donc, les dirigeants béninois devaient pouvoir dire à Amnesty International, bien n'est-ce pas, de donner un tel rapport qui ne donne pas assez de bons points au Bénin. Faisons en sorte que les fois à venir, eh bien, ça soit meilleur. Malheureusement, le rapport de 2024 a commencé par être écrit et vous voyez déjà ces pages-là qui ne sont pas non plus glorieuses pour eh bien, les droits humains au Bénin. C'est vraiment dommage. C'est d'autant plus dommage que on a quand même vu que le gouvernement de Patrice Talon, après les événements 2019 puis 2021, de la présidentielle notamment, a un peu comme baissé la tension. Et même s'ils n'ont pas libéré les prisonniers, n'ont pas libéré les étudiants, les manifestants de 2021, au moins ils n'arrêtaient plus. Ils n'arrêtaient plus. Et, bon, sauf le cas récent de Rémi Yambako, malheureusement. Et puis, eh bien, ce groupe avec le préfet du littoral, l'avocat, Roland vient de jeter dans la main. Effectivement, c'est ça, on ne comprend pas parce que c'est un homme de droit qui devait comprendre les subtilités de la loi qui encadre ces genres de manifestations. On espère que les responsables syndicaux vont être rapidement libérés et puis vont retourner parlant de l'avocat qui comprend les subtilités de la loi. Vous savez, à l'heure où là, n'est pas à son premier acte. Hein.
il n'est pas du tout à son premier acte. Il a demain de mettre, superviser les casses au bord des voies à Cotonou, puis les ramassages des marchandises, des bonnes d'âne sur la voie publique ou les espaces publics, on m'a dit. Bon, on peut dire c'est un décret ou un arrêté qui est appliqué, d'accord. Mais quand vous avez fait ça, qu'est-ce que votre décret ou votre arrêté prévoit? C'est ça que vous appliquez. Savez-vous qu'ils ont confisqué les biens de ces bonnes dames-là à ce jour? Vous savez, aucune loi ne prescrit qu'on confisque, mais ils ont confisqué et les gens montent au créneau régulièrement pour réclamer eh bien, sans retour. Il est là, c'est Alain là, c'est le préfet avocat qui a fait ça. Et ça, hiérarchie est là, ces bonnes dames qui se sont endettées, n'est-ce pas, pour aller et créer un commerce, n'est-ce pas. C'est triste, c'est dommage. Mais ça, c'est Alain là. Et puis, c'est un personnage qui aime l'affichage médiatique. Vous n'êtes pas sans savoir que c'était un client régulier de nos confrères de Sika TV à l'époque, au point où certains prenaient l'avocat pour un chroniqueur de Sika TV. C'est d'ailleurs ça qui lui aura valu, n'est-ce pas, cette reconnaissance publique. C'est ça qui lui aura donné cette autorité pour finir par être ministre dans le gouvernement de Patrice Talon, puis préfet. Et vous vous rappelez, quand il était préfet nouvellement, il a commencé un certain nombre d'activités comme ça, un peu dans la logique ou dans la suite ça, de son prédécesseur Touboula, très populaire Touboula. Donc il a commencé un peu comme Touboula et il en criait, il en faisait, jusqu'au moment où je crois il a dit que lui il avait marre de voir les minibus Topa Topa là envahir Cotonou, sa belle ville, et qu'il fallait s'arrêter pour ceux qui viennent de Porto-Novo à Kwakwa, à Badois. Et puis ceux qui viennent de Calavi, on leur a trouvé encore un autre endroit là-bas. Et ça a commencé par faire de remous, n'est-ce pas? Et très rapidement, on l'a stoppé. Et depuis, je crois que il s'est calmé, il s'est rangé carrément. Hein. Il n'est pas à son premier, même si vous voulez aller même remonter à son passage au gouvernement. Son passage au gouvernement avec ses sorties tonitruantes. Rappelez-vous cette fameuse phrase-là, la prison n'est pas un hôtel un 5 hôtel étoiles. 5 étoiles et tout le reste. Le résultat à la fin de l'histoire, c'est qu'il a été éjecté du gouvernement. Non seulement il a été éjecté du gouvernement, comme j'ai coutume de dire, eh bien, la chaise sur laquelle il s'asseyait, on a brisé cette chaise-là. Et en principe, il devait pouvoir, comme on dit à Porto-Novo, rentrer en lui-même, hein, faire son introspection, mais non. Monsieur est revenu des vacances. Il est revenu des vacances, il a repris du service et c'est ça que nous constatons. Mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Malheureusement, on a perdu Arimi. J'espère qu'il va se reconnecter en temps et puis on va pouvoir continuer le débat avec lui. Autre fait majeur de la semaine, la conférence épiscopale élargie avec à quelques d'autres structures religieuses. La conférence a organisé cette semaine un colloque sur le code électoral. Mais on a noté quand même l'absence remarquée de la mouvance présidentielle. Est-ce que vous comprenez pourquoi à ce que j'ai entendu du porte-parole du gouvernement, il semble qu'il a reçu une invitation, mais pourquoi les gens qui sont proches de Patrice Talon ne se sont pas présentés à ce colloque? Est-ce que vous comprenez? Je crois qu'il s'agit d'un boycott en mode uniforme. Hein. Il s'agit d'un boycott des députés et autres responsables aussi bien de l'UP, le Renouveau, que du Bloc républicain, les deux partis du chef de l'État à l'Assemblée nationale. Et avant cela, avant le boycott, ils annonçaient les couleurs à travers des médias déjà qui vilipendaient carrément le clergé catholique, l'initiative de ce colloque-là, où eux ne comprenaient pas que la loi soit votée, promulguée, et qu'on continue à dire qu'on va organiser des colloques pour comprendre quoi eux ne savaient pas. Et pour eux, c'est de la politique, pas plus que ça. C'est une manière de prêter main forte à l'opposition qui n'a pas fini de contester ce code électoral. Malheureusement pour eux, ce n'est pas seulement l'opposition qui conteste
ce code. Et ceux qui dénoncent, n'est-ce pas, le code ne contestent pas forcément, on va dire, ils font de la prévention. Ils font de la prévention, ils voient que eh bien, ce code en l'état, tel que c'est voté, avec cette disposition, il y a des dispositions qui, visiblement, sont chrysogènes, qui sont attentatoires à la paix. Et donc, le clergé catholique, pour ce que j'ai compris, a initié cette activité pour comprendre un peu est-ce que tout le mal qui est dit de ce code électoral-là, eh bien, tout ce mal est justifié. Et c'est pour cela qu'il fallait inviter tous les députés, enfin, disons, tous les acteurs qui ont d'abord procédé à l'adoption de ce code-là, donc les députés de la mouvance notamment, et ceux de l'opposition par ailleurs, inviter également des experts, ceux qui s'y connaissent en matière d'élection, de gouvernance électorale. Je ne vous rappelle pas que Mathias Sumper, qui est à l'IPECH, qui est une fondation, n'est-ce pas, qui s'occupe essentiellement des questions électorales dans la sous-région ouest-africaine, était là et il a donné de communication. D'autres experts également. Donc, ce colloque, comme tout le monde sait, un colloque, c'est pour réfléchir. C'est pour réfléchir. Sauf que, eh bien, pour une partie du Bénin, pour les mouvanciers, cela frise un peu un trouble à l'ordre public parce que pour eux, le code est voté. Le code est voté, il est bon, il ne reste qu'à appliquer. Toute autre action n'est que trop faite. Alors que ce code était, ou du moins ce colloque avait comme thème, n'est-ce pas, enfin, je n'ai plus ça en mémoire, mais c'est pour comparer le dernier code électoral aux autres codes et faire plus globalement, n'est-ce pas, une projection sur ce qui se fait dans la sous-région. Et c'est d'ailleurs la trame de la communication de Mathias Sumper que Crystal News d'ailleurs s'est donné le plaisir de publier en intégralité. Voilà, donc, puisque les députés de la mouvance sont majoritaires au Parlement et que c'est eux qui ont voté, rappelez-vous, c'est eux qui ont adopté d'abord ce code-là, les députés de l'opposition ont voté contre, c'est logique que un colloque qui pourrait remettre en cause, et ça n'a pas raté, les recommandations sont allées dans ce sens, un colloque qui pourrait remettre en cause le travail qu'ils ont fait et qu'ils ont si bien fait, selon eux, eh bien, qu'ils ne soient pas d'accord. Mais de là, n'est-ce pas, à commettre et journalistes, hein, des médias et des communicants du régime sur les réseaux sociaux, dans les colonnes des journaux, même sur des antennes de radio, de télévision, pour jeter de l'opprobre sur la conférence épiscopale. C'est ça que le nombre de Béninois n'ont pas compris. Et quand on écoute la conférence épiscopale se défendre en disant que, eh bien, elle est là, elle a vu les choses, elle a demandé que le code ne soit pas voté en l'état, ils ne l'ont pas écouté, eh bien, voyant toujours les velléités, comme je le disais tantôt, attentatoires à la paix, il fallait que quelque chose soit fait. Et vous ne me direz pas sans doute le contraire, Jules Diossou. Rappelez-vous qu'il a quelques années, c'est devant le même clergé catholique que le chef de l'État, Patrice Talon, a dit que lui, il va arriver, qu'il va compromettre la paix. Il va arriver qu'il va compromettre la paix, c'est devant le même clergé. Donc, pour moi, il ne peut pas avoir vu, n'est-ce pas, visiblement des actes attentatoires à la paix comme le chef de l'État l'avait annoncé et se taire. Ce n'est pas un signe de sagesse, n'est-ce pas? Et ça a été dit au colloque, le rôle d'un sage, n'est-ce pas? Ce n'est pas de voir, n'est-ce pas, les problèmes survenir et dire, bon, calmez-vous, tout le reste. C'est ma conception également. C'est une fausse conception de la paix que de laisser les problèmes s'étaler et après dire à une partie qui pourrait protester, ah non, vous savez que ce n'est pas bon, restez calme, tout le reste. Il faut travailler en amont à la paix. Je crois que c'est ce que l'Église catholique a essayé de faire en faisant en sorte que les dispositions du code électoral qui paraissent moins inclusives, eh bien que ça soit relevé et que avec la bonne foi des uns des autres, parce que sans doute on estime, on suppose que la mouvance compte bien, n'est-ce pas,
que la paix règne au Bénin, que les élections soient transparentes, eh bien, si c'est vraiment également ça leur leitmotiv, qu'ils puissent écouter. Mais dans tous les cas, comme je disais, on ne peut pas, on ne devrait pas pouvoir empêcher une telle initiative parce que même les recommandations ne s'imposent pas forcément à eux. Donc, maintenant, si vous ne voulez pas arriver, vous ne voulez pas aller au colloque, quitte à vous de rester chez vous, d'aller vaquer à d'autres activités, mais vous n'êtes pas, c'est pas normal, c'est pas élégant qu'on commette des gens pour vilipender une telle initiative. Ce n'est pas bon parce que après cela, n'est-ce pas, le Bénin restera et les mêmes acteurs vont se regarder. Sans oublier que l'Église catholique avait joué un rôle majeur dans l'avènement de la démocratie au Bénin. Sûrement Absolument. que la démarche d'aujourd'hui s'inscrit toujours dans la même logique. Absolument, absolument, je suis d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous savez, quand on parle de l'Église catholique, on a trop tôt fait de voir Monseigneur Isidore de Souza. Mais on a oublié qu'avant même Monseigneur Isidore de Souza, il avait Ganti. Rappelez-vous, il avait Ganti. Et il avait donc ces lettres de l'Église catholique au moment où, en 89, 88, 89, où on ne pouvait pas parler au Bénin, il avait des problèmes donc, de liberté d'expression. Eh bien, l'Église catholique était presque la seule entité à oser, à l'époque, parler aussi bien aux populations, au peuple béninois, qu'aux dirigeants de l'époque, Mathieu Kérékou, son gouvernement et tout le reste. Hein. Donc, voilà, les gens, c'est logique, hein, qui réfléchissent selon leurs intérêts du moment, selon leur position, qui veuillent conforter leur avance. C'est un peu ça. C'est de bonne guerre. Et moi, j'ai particulièrement salué cette témérité de l'Église catholique parce que toute la campagne médiatique orchestrée ne visait que ça, empêcher, hein, décourager l'Église à ne plus aller au thème de son initiative. Cela a été fait. Les recommandations vont être rendues publiques certainement. Et qui veut en tirera ce qu'il veut, tout simplement. L'Église n'a pas forcé l'Assemblée nationale à revenir sur la loi. À l'Assemblée nationale, le président a soumis son rapport aux députés. On a constaté le débat autour de ce rapport d'activité et puis à la fin, les députés du parti des démocrates ont voté contre ce rapport. Dans l'opinion, on estime on a l'impression que les députés de l'opposition votent systématiquement contre le rapport du président de l'Assemblée nationale. Au vu du débat autour de ce rapport, est-ce que vous avez identifié quelques éléments pertinents qui auraient motivé ce refus de voter pour le rapport de l'Assemblée, du président de l'Assemblée nationale visé? Bon, disons, ce qui a plus retenu l'attention et il ne pouvait en être autrement, c'est cette affaire de 30 millions de francs CFA pour, comment ils ont dit, réaménager le domicile privé du président de l'Assemblée nationale. On a entendu aussi la justification du président de l'Assemblée nationale. Moi, je ne suis pas très convaincu par cette justification, même si, eh bien, il est avancé que ça a toujours été la tradition et que, en principe, le président de l'Assemblée nationale devait avoir une résidence officielle. Et c'est à défaut donc de cette résidence officielle que, eh bien, ce qui est fait se fait. Moi, la question que je me pose, est-ce que si on devait pouvoir à chaque fois réhabiliter le domicile privé du président de l'Assemblée nationale, donc de tous les présidents de l'Assemblée nationale, on en finirait. Ce serait un vrai gâchis, n'est-ce pas? Ça me rappelle ce que tous les Bénins ont oublié. Vous vous rappelez le chef de l'État, Patrice Talon, à son avènement, très tôt, hein, à son avènement, il a acheté le domaine qui est derrière sa maison, l'ex-résidence des ministres des Affaires étrangères. Et la justification à l'époque, je dis encore une fois, les Béninois ont oublié, eh bien, c'est que c'est pour les autres d'importance qui vont venir au Bénin. Dieu sait qu'ils ne reçoivent plus, ils ne reçoivent pas grand monde depuis 2016. Eh bien, c'est pour recevoir les autres d'importance là, dans ce domaine. Et c'est pour ça qu'il avait acheté le domaine pour construire, n'est-ce pas? Je ne sais pas si la maison a été construite, mais de vous à moi, si le président, le chef de l'État veut un tel domicile pour lui, pour ses autres qui vont venir,
si il dit qu'il va le prendre, est-ce qu'il a besoin de l'acheter pour le construire, pour en faire une maison, un séjour d'hôte? Non, de mon point de vue. Non, parce que s'il le fait, est-ce qu'un autre chef veut dire que le chef de l'État a tout faute de faire ce choix? Donc, nos dirigeants doivent pouvoir, de mon point de vue, faire très attention par rapport à ces choix-là. Même si, oui, qu'est-ce qu'il aurait pu faire en lieu et place? Moi, je ne sais pas si les autres chefs, en temps, avant, faisaient ce qui a été fait, investissaient dans leur domicile de cette manière-là. Je ne l'avais pas appris, je n'étais pas au courant. Je ne savais pas dire que cela n'a pas pu exister, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est vraiment dommage. Et moi, si les choses se sont passées ainsi et que c'est discutable, n'est-ce pas, ce choix-là du président de l'Assemblée nationale, il faut au moins saluer qu'il y ait cette contradiction désormais au Parlement qui nous permet, n'est-ce pas, de savoir ces choses-là. Et cette présence, rien que ce contexte où vous savez qu'on peut contester, que des gens peuvent trouver à redire, que des gens peuvent vous faire de la mauvaise publicité, ça amène les dirigeants à freiner certains élans, n'est-ce pas, d'eux-mêmes. Et on ne peut que souhaiter ça, on va dire, dans le pays. On va finir cette émission par ce on peut appeler maintenant l'affaire Yambako. Plus de peur que de mal. On a appris qu'il a été libéré. Mais beaucoup ont estimé que, parce qu'on a eu un précédent, l'autre activiste, Jean Coton, qui a été arrêté dans une affaire similaire où il est parti d'un journal, de la une d'un journal, pour faire un petit commentaire et ça lui a valu 1 an de prison. Heureusement, M. Rémi Yambako a été libéré. Est-ce que l'application du code du numérique au sens aussi large ne tue pas l'expression ou bien la liberté d'expression, Vigile? Déjà, ce qui est déplorable, c'est, disons, ce qu'on fait du code du numérique au Bénin. Ce qui est déplorable, c'est ce qu'on fait. On emprisonne tout le monde avec le code du numérique. Alors que le code du numérique, c'est d'abord pour l'expression, mais on ne peut pas laisser non plus les gens s'exprimer en désordre. Il faut encadrer. On a l'impression que ici, au lieu que le code du numérique aide les Béninois à se développer, eh bien, ça emprisonne de plus en plus les citoyens, ce qui est à déplorer. Vous avez parlé de Jean Coton tantôt et vous avez bien raison. Pour la petite histoire, Rémi Yabako me faisait savoir, puisque j'ai été le voir en garde à vue, me faisait savoir que c'est le même journal qui avait déjà écrit et qui avait fait mettre Jean Coton en prison. Voyez-vous? Donc, si c'est le cas, si c'est vraiment ça, vous trouvez que c'est quand même dangereux. Sauf que les juges ne sont pas allés dans le même sens et ça, il faut le dire, il faut le dire, il faut le marteler clairement. C'est à l'actif d'abord du président Joseph Yobo. Parce que moi, je connais des démarches, je connais des gens qui ont mené des démarches à son endroit. C'est vrai, contrairement à ce qui a été publié tout le temps, c'est lui qui a porté plainte. C'est lui qui a porté plainte. C'est encore avec sa magnanimité que les juges me semble ne sont pas allés dans ce sens, ne sont pas allés jusqu'au bout. Et cette affaire a connu donc ce sort-là où Rémi Yabako est désormais libre de ses mouvements, même s'il reste toujours sous convocation. Voilà. Et pour revenir au fait, si vous voulez, au journal, déjà le journal n'existe pas. Comme beaucoup l'ont dit avant moi, le journal n'existe pas. Il a existé. Aujourd'hui, au Bénin a existé effectivement comme journal. Mais depuis 2020, ce journal ne paraît plus. Le propriétaire, il est d'ailleurs non loin de vous, il est aux États-Unis. Il s'appelle Steven Le Monde. Le Monde, oui. Et il avait toujours constaté, dénoncé des agissements de gens mal intentionnés qui utilisent, n'est-ce pas, le titre de son journal pour fabriquer des unes fictives avec des messages aussi dangereux que ce qui a été écrit au sujet donc, de Joseph Théogono. Figurez-vous que ce journal a déjà écrit une fois, par exemple, et ça je l'ai appris également du vrai propriétaire du journal à l'époque, eh bien,
que des djihadistes étaient tapis dans des quartiers à côté. Voyez-vous, des djihadistes étaient tapis. C'est quand même assez grave et c'est, on va dire, c'est de nature à créer la panique, La psychose. Hein. la psychose hein, dans le pays. Donc, le journal n'agit que dans ce genre de registre. Mais pour quel intérêt? Pour en revenir, n'est-ce pas, aux dernières unes de ce journal-là, quand vous prenez les choses, on peut à peu près identifier qui sont ceux qui peuvent être les commanditaires de ces unes-là. Et moi, je peux me tromper, mais je pense que c'est d'abord au sein du pouvoir. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous mettez, vous voyez ce qui a été écrit contre Diogbenou. Si vous voulez, on revient là-dessus. Hein. On dit que Diogbenou va être candidat, même s'il a des crépitements d'armes. Il va être candidat pendant 2026 pour la présidentielle de 2026, au prix même des crépitements d'armes. Cela veut dire quoi? Une telle phrase, n'est-ce pas, dans un contexte d'aujourd'hui, celui du Bénin, où Patrice Talon dit qu'il tient coûte que coûte à sa réforme sur le système partisan. Et on a vu ceux qui ont osé, n'est-ce pas, aller outre cette volonté, parce que c'est beaucoup plus une volonté du chef de l'État, de mon point de vue, que la prescription même de la loi. Et la loi, il ne pourrait en être autrement parce que aucune loi ne peut interdire aux gens de dire, moi, j'ai d'ambition, je veux bien aller aux élections présidentielles de 2021, ou aucune loi ne peut interdire à des militants de dire, bon, Patrice Talon est en fin de mandat, il est en train de partir. Nous, on trouve que Jules Giosso est plus à même de le remplacer à la tête du pays pour des résultats meilleurs. Pour moi, c'est naturel. C'est naturel qu'on pense. C'est naturel qu'on ait de prospection, qu'on ait de vision pour l'avenir, n'est-ce pas? Et donc, qu'une loi vienne interdire la liberté de penser, c'est un problème. C'est pourtant le cas de ce système, ou cette réforme du système partisan. Parce que si ça suffisait seul à arrêter ces dérives-là, je crois que le chef de l'État ne serait pas obligé d'être actif à éjecter, par exemple, Omeki de son gouvernement parce qu'il n'a pas respecté cette prescription. Il a osé trouver que Olivier Bokor est plus à même de le remplacer, lui, Patrice Talon, à la fin de son mandat. Ou tout dernièrement, Johannes Dagnon, n'est-ce pas, qui a été éjecté également de la proximité de Patrice Talon pour les mêmes raisons. Voyez-vous? Donc, j'ai dit tantôt OB qui a eu des ennuis presque, n'est-ce pas, pour les mêmes raisons, Suarez Gagnon, et qui visiblement ne sont plus en pole position pour avoir la bénédiction du chef pour le remplacer en 2026. Qui sont ceux qui restent? Il reste ceux qui restent, évidemment. Il reste, entre autres, Diogbenou. Donc, pour moi, c'est dans le camp de la mouvance que les gens ont pu écrire ça, manipuler l'opinion, pour manipuler d'abord Patrice Talon. Voilà ton joker ou l'un de tes jokers sur qui tu comptes. Lui, président de parti politique, soit disant le plus grand parti politique, il ne respecte pas la réforme du système partisan et dit qu'il va être candidat en 2026. Alors que tu as déjà refusé ça pour parler trivialement. OK? Qui plus est, situation aggravante, il dit même que c'est au prix du sang, des crépitements d'armes. Donc, là, on parle à Patrice Talon, on parle même aux Béninois. On le jette en pâture, on montre son visage hideux hein, aux Béninois. Je ne sais pas si vous voyez tout ça. Et quand vous lisez ce qui est écrit, le chapeau de l'article, vous pouvez encore retrouver le journal et lire. On dit qu'il fait la part belle au cadre d'Abomey et qu'il il dirige l'UPR comme il veut. Je paraphrase, hein, il dirige l'UPR comme il veut. Qui a intérêt à écrire ces genres de choses?
D'abord, journalistiquement, voilà quelqu'un qui affirme des choses aussi graves, mais qui ne l'étaye pas du tout. Un problème de journalisme. Il ne l'étaye pas, il ne dit pas, il a dit à telle occasion, devant telle personne ou devant tel public, il n'étaye pas du tout, il n'a même pas des éléments pour crédibiliser une affirmation aussi grave, ce qui montre le caractère faux même de cette information, de la manipulation, comme je le disais. Et je le disais aussi, savez-vous que le lundi dernier, le même journal, aujourd'hui au Bénin, a sorti une autre une. Le même journal a sorti une autre une. Si vous voulez, je peux le retrouver rapidement et vous en donner lecture. Cette une, disais-je tantôt, donc de lundi dernier, parlait cette fois-ci de Olivier Bocor, de comment il est en train de s'organiser, n'est-ce pas, pour toujours contrôler les choses en 2026. Je retrouve rapidement, je l'ai eu. Il dit présidentielle 2026. Toujours, on est toujours dans la présidentielle de 2026. Vers la fusion de tous les mouvements OB. Et il ajoute la dernière étape avant le oui solennel de Olivier Bocor. On est toujours dans la même mouvance. Je me souviens bien. On est toujours dans la même mouvance. Bon, je vous épargne des détails de chapeau oui. Mais soi-disant, et Patrice, je dis Patrice, alors, Diogbenou, le président de l'Union progressiste de Renouveau, a organisé un point de presse, vous savez. Il a organisé un point de presse 48 heures après cette publication-là. Et là-dedans, il a menacé de poursuivre en justice l'auteur ou les auteurs, n'est-ce pas, de ces affirmations. En temps, Rémi Yamako, notre ami, avait déjà fait son audio qu'il a, comme à son habitude, diffusé sur les réseaux sociaux. Ouais. Partout. OK. Mais au cours de la conférence de presse, Joseph Diogbenou a eu la maladresse de reprendre exactement ce que la une l'a dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés couper exactement la phrase prononcée par Joseph Diogbenou et ils ont montré 13 secondes de cette intervention comme quoi c'est la preuve de ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il disait, voilà ce dont le journal s'est servi, n'est-ce pas, pour écrire ce qu'il a écrit. Une vraie manipulation, si vous voulez, une vraie manipulation. Et donc pour moi, après avoir continué, comme je le disais tantôt, avec une autre une, malgré tout ce qui est dit, tout ce qui est fait là, tout ce qui est dénoncé, les menaces d'assignation à justice, et couper, avoir l'outreprudence de couper, de partager, montrant que c'est la preuve que Benoît a parlé. Pour moi, il s'exposait plus que jamais et il était impérieux, voire très grave si ça n'arrivait pas, que la justice, la police puisse mettre la main sur celui-là. Et puis, l'autre côté, qui dans ce Bénin peut avoir le courage de faire ça? Vous voyez que c'est une grosse entreprise. Et moi, d'emblée, j'écarte l'opposition parce que l'opposition du Bénin, voilà une opposition molle, inactive, qui n'est même pas dans ce genre de réflexion, de mon point de vue, ne réfléchit même pas à elle-même. Qui plus est, a écrit des choses comme ça pour perturber la mouvance. Donc, c'est pourquoi moi je disais déjà le lundi dernier sur la télévision nationale, je lançais cet appel à Joseph Diogbenou, qu'il n'est pas question pour lui, en tout cas pour son image, qu'il puisse permettre que Rémi Yamako aille en prison pour cette raison. Parce que pour moi, Rémi Yamako n'est qu'un dégât collatéral. Il a juste eu la maladresse, c'est vraiment dommage, de se jeter sur une de commenter, de dire tout ce qu'il a dit là. Hein? Donc, Rémi Yamako n'est qu'un dégât collatéral. Et donc, il reste aujourd'hui, on nous informe que la police a pu mettre la main sur quelqu'un à commun qui serait le manipulateur, celui qui rédige souvent ces une-là. Il aurait été bien, n'est-ce pas, qu'on aille jusqu'au bout, qu'on sache qui c'est. On ne connaît pas à ce jour comment il s'appelle, quel est son visage, on ne le connaît pas. Et donc, il serait bien, et moi, je suis fondé à croire qu'il n'est pas seul.
Il n'est pas seul. Est-ce que c'est lui encore l'auteur de la vidéo de 15 secondes, de 13 secondes qui a circulé? Il faudrait qu'on sache tout sur cette affaire. Cela est important, n'est-ce pas? Cela est important hein, pour même la crédibilité de notre justice, la crédibilité de la police républicaine. Et je finirai en disant encore une fois que Joseph Diakono a bien fait, n'est-ce pas, d'intervenir, de faire le nécessaire pour que Rémi Nyambako n'aille pas couper en prison pour cette raison-là. Parce que ce serait vraiment dommage. Moi, ça aurait été un choc particulier. Et vous ne savez pas pourquoi? Ça aurait été un choc pour moi parce que Rémi Nyambako, je vous disais tantôt, je l'ai vu en garde à vue le mercredi dernier. Ça faisait la deuxième fois que je le voyais. Ça faisait la deuxième fois que je le voyais de ma vie. Mais la première fois que je l'ai vu, vous savez à quelle occasion? Oui. Vigile, je ne t'entends plus. Il semble qu'il y a quelque chose. Ton micro est coupé. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon, oui. Ok, merci. Donc, je disais tantôt que la première fois que j'ai vu Rémi Nyambako, c'était justement à l'enterrement de Jean Couton. C'était à l'enterrement de Jean Couton. Et vous comprenez le choc pour moi de voir que celui-là s'en va subir le même sort que Jean Couton, peut-être avec la même issue que Dionos. Donc, moi, j'étais particulièrement affligé et je suis d'autant plus heureux aujourd'hui qu'il ait retrouvé sa liberté. J'espère qu'il en sera ainsi longtemps. Ok. Arimien de retour. Arimien, on était en train de conclure déjà l'émission par l'affaire Nyambako. Si tu veux dire quelques mots par rapport à cette affaire-là, selon Vigile, si je résume un peu l'explication de Vigile, c'est comme si c'est la conséquence de la bataille interne au sein de la mouvance présidentielle. Si on peut résumer ça en une phrase. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Tant mieux pour lui. Mais bon, vous savez, l'affaire Nyambako, c'est un accessoire des problèmes du Bénin aujourd'hui. Nous n'allons pas faire des tonnes et des tonnes sur... Voilà. On l'aime bien, ce monsieur, c'est sympathique. Bon, c'est vrai qu'il est tombé dans une actualité qu'il a rattrapée. Bon, on se réjouit que ce soit terminé par une nouvelle pure et simple. Hein? Sinon, ben, écoutez... Il est sous provocation, hein, donc c'est pas terminé. De toute façon, le Bénin a des problèmes beaucoup plus graves. Hein, que, oui, je sais que tant d'été... Oui, Nyambako, comme tout le monde, ils ont besoin de la mobilisation de tout le monde tant qu'il y a des violations. Parce que tant qu'il y a des violations, on n'est même plus dans les normes de l'opposition, de la mouvance, de la presse et consorts. Ça concerne tout le monde parce que ça peut arriver à tout le monde. Vigile a rappelé le sort de Jean Couton qui n'a pas fait autant que Nyambako. Hein? Jean Couton n'a fait que relayer un faux journal. Bon, peut-être qu'il a été abusé, il ne savait pas. Et de la même manière que Nyambako, mais lui, il a fait des commentaires, il a fait 16 minutes d'audio sur, voilà, tout. Et il en a profité pour déverser toute sa bile et tout. Donc, Jean Couton n'en a pas fait autant. Il a été condamné à une peine de prison, il en est sorti. Mais quelques temps après, il en est mort. Enfin, il est mort. Quelques temps après, je ne sais pas si c'est son séjour carcéral qui lui a été fatal ou pas. Voilà, donc, pour Nyambako, on peut se réjouir que pour le moment, il a été mis en liberté pour comparaître libre, ce que l'autre n'a pas eu la chance de vivre. Donc, je ne veux pas en rajouter davantage. Hein. Tout le monde a suivi les séquences. Et je peux même dire que c'est un fait divers. Hein, parce que Nyambako lui-même ne se considère pas comme membre de l'LD. Je crois qu'il est tout présenté comme un sympathisant ou quelque chose de ce genre-là. Voilà, donc on peut attendre pour voir comment tout ça va finir. Hein, mais par rapport à cette fin de mandat qui va dans tous les sens, oui, je crois qu'aucune violation de liberté n'est à négliger. Mais je crois qu'on a beaucoup plus grave hein, aujourd'hui dans le pays. Bon, voilà, je m'excuse. Entre-temps, mon téléphone s'est éteint.
Je n'avais pas vérifié la batterie. Depuis le matin, comme il est dit, j'étais dans les pédales de la bourse du travail. Et voilà, j'ai été rattrapé par cette ébauche d'énergie. Okay. Merci beaucoup Voilà. quand même d'être venu dans l'émission avant la fin. Donc, on a fait le tour des éléments que j'avais prévus pour cette Tout à fait. émission. Donc, Tout à oui, fait. on se donne rendez-vous pour le dernier dimanche du mois de mai. En temps, je vais profiter de votre présence parce que dans le sillage du colloque organisé par le clergé, au sein de la diaspora aussi, il y aura comme un forum demain en direct à 17h sur cette même plateforme où des Béninois au sein de des Béninois de l'extérieur aussi vont essayer de dire ce qu'ils pensent du code électoral. C'est un forum qui est ouvert à tout le monde, à toutes les sensibilités politiques. Donc, si certains sont en direct actuellement qui n'étaient pas au courant, ils peuvent toujours se joindre au forum demain à 17h de Cotonou, 18h de Paris et puis 12h de New York. Donc, je vous remercie vous deux et puis on se donne rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup.